L'odeur des pins et de la terre humide emplissait mes poumons alors que je m'agenouillais au bord de la rivière, frottant les taches tenaces sur ma seule robe en bon état. L'automne avait dérapé notre petit village d'ambre et de cramoisis, mais la beauté de la saison ne suffisait pas à réchauffer le froid qui s'était installé dans mes os depuis le décès de ma mère. 3 lunes auparavant, la forêt autour de moi bourdonnait de vie. Les oiseaux chantaient, les feuilles bruissaient. Pourtant, je me sentais étrangement déconnecté de tout cela, comme si je regardais le monde à travers un verre embué. J'avais délibérément choisi ce méandre isolé de la rivière, loin des rochers animés où les femmes du village se rassemblaient pour bavarder. Leurs chuchotements me suivaient partout. Pauvre Alara, toute seule maintenant. Quelle fille étrange, toujours renfermée. Pas étonnant qu'elle n'ait pas encore trouvé de mari. À 22 ans, j'étais déjà considéré comme ayant dépassé l'âge idéal dans notre petite communauté qui vivait à la frontière du territoire des Métamorphes. L'eau froide engourdissait mes doigts pendant que je travaillais, mes cheveux blonds pâles tombant de ma tresse lâche pour encadrer mon visage. Cela m'était égal. L'inconfort physique était presque le bienvenu, une distraction qui me détournait de la douleur creuse qui était devenue ma compagne constante. Tu trouveras ta force dans le calme, me disait ma mère, en pressant son pendentif en argent dans ma paume lors des soirées tranquilles au coin du feu. Il pendait maintenant autour de mon cou, son poids contre ma peau me rappelant constamment sa sagesse. Quand les autres se précipitent, tu verras ce qu'ils manquent dans leur hâte. Je suivis du doigt les motifs complexes de l'arbre gravé sur le pendentif, me demandant ce que ma mère penserait de ma vie aujourd'hui. Les anciens du village avaient eu la gentillesse de me laisser garder notre petite maison après sa mort, mais leur patience s'amenuisait. Sans famille pour me défendre, ni mari pour subvenir à mes besoins, ma situation devenait chaque jour plus précaire. Le pendentif se réchauffa soudain contre ma peau. Une chaleur impossible qui me fit haleter. Je levai les yeux, surprise, mes sens soudainement alertés par un changement dans la forêt autour de moi. Le chant des oiseaux s'était arrêté. Le vent retenait son souffle. Quelque chose n'allait pas. C'est alors que je l'entendis. Un splash et un cri effrayé qui transperçaient le silence anormal. Je me suis levé, de l'eau dégoulinant de ma jupe, et j'ai regardé en aval. Là, se débattant dans le courant, là où la rivière faisait d'un coude et accélérait son débit, se trouvait ce qui semblait être un enfant. Non, pas un enfant, un petit métamorphe sous forme humaine. Mon sang s'est glacé. Tout le monde savait qu'il fallait rester à l'écart des métamorphes, en particulier ceux de la Meute du Nord qui régnaient sur ces territoires. Il y a entre eux, apparaissant parfois dans les marchés de notre village pour faire du commerce, mais jamais pour socialiser. Ils étaient plus forts, plus rapides, plus dangereux que nous à tous égards, et ils protégeaient leurs petites avec une férocité mortelle. Mais je n'avais pas le temps d'avoir peur ou de réfléchir. Le courant entraînait la petite silhouette vers les rapides, à 1 kilomètre en aval. Des rochers qui n'auraient aucune pitié pour le petit corps qui luttait contre la force de l'eau. « Tiens bon !» ai-je crié, déjà en train de courir le long de la rive, ma robe s'accrochant aux ronces. La tête du petit a disparu sous la surface, puis a refait surface, ses petits bras battant l'air. Je pouvais maintenant voir un garçon, âgé d'à peine 4 ou 5 ans, les cheveux noirs collés à son visage pâle et les yeux écarquillés de terreur. Sans réfléchir, je plongeai dans sa rivière. Le froid me coupa le souffle, mais je continuais d'avancer, mes membres protestants, tandis que le courant tentait de m'emporter moi aussi. Le pendentif de ma mère brûlait contre ma peau, comme pour m'encourager à continuer. Des années passées à nager dans cette même rivière quand j'étais enfant m'avaient appris à connaître ses humeurs, ses forces et ses faiblesses cachées. Je savais qu'il fallait incliner mon corps, suivre le courant plutôt que de le combattre directement. J'arrive, haletai-je en m'approchant de l'enfant qui se débattait. Attrape ma main, ses yeux terrifiés se fixant sur les miens, et pendant un instant, je vis quelque chose au-delà de la peur dans son regard. Un éclair de quelque chose d'ancien et de savant qui semblait déplacé sur un visage si jeune. Puis sa petite main se tendit, agrippant la mienne avec une force surprenante. Nos doigts se rejoignirent et je le tirai contre ma poitrine, me tournant face au courant et battant des pieds pour revenir vers la rive. Le petit s'accrochait à moi avec acharnement, son petit corps tremblant contre le mien. Je pouvais sentir son cœur battre à toute vitesse, à l'unisson avec le mien. « Tout va bien, murmurai-je, bien que mes dents claquaient de froid et d'effort. Je te tiens.
Nous avancions lentement vers la rive. Chaque coup de pied était une bataille contre la détermination de la rivière à nous emporter vers les rapides mortels. Mes muscles hurlaient de douleur et mes poumons brûlaient d'envie d'air. Juste au moment où mes forces commençaient à faiblir, mon pied trouva un appui sur le lit de la rivière. Avec une détermination renouvelée, je poussais jusqu'à ce que nous atteignions les eaux peu profondes, puis m'effondrais sur la rive boueuse, l'enfant toujours serré contre ma poitrine. Pendant plusieurs instants, nous restâmes allongés là, haletants. Le monde se réduisit au simple miracle de l'air qui remplissait nos poumons. Le corps du jeune loup était anormalement chaud contre le mien, me rappelant son altérité, le sang de prédateur qui coulait dans ses veines, même sous cette forme humaine vulnérable. Tu es blessé? Parvins-je enfin à demander, le posant doucement à côté de moi pour examiner ses blessures. Il secoua la tête, des gouttes d'eau jaillissant de ses cheveux noirs. Non, dit-il d'une voix étonnamment calme pour quelqu'un qui avait frôlé la mort quelques instants auparavant. Tu m'as sauvé. Comment t'appelles-tu? Demandai-je en essorant ma tresse trempée. Ma robe collait à ma peau comme une seconde peau et je me sentis soudain très exposé. Non, répondit-il. Puis il ajouta avec une fierté enfantine. Prince Nicolas de la Meute du Nord. Mon cœur fit d'un bond. Ce n'était pas n'importe quel louveteau, mais un membre de la royauté, le fils du roi Alpha lui-même. Je n'avais jamais vu le roi Méora, mais les rumeurs sur sa force impitoyable et sa protection farouche de son territoire circulaient même dans notre village isolé. Que faisait son fils seul au bord de la rivière, si loin de leur terre protégée? Où est-ce votre... commençai-je. Mais les mots moururent dans ma gorge lorsqu'un grognement grave et grondant rompit le silence de la forêt. Les poils de mes bras se hérissèrent lorsqu'un énorme loup gris émergea de entre les arbres, sa silhouette massive bloquant la lumière tamisée du soleil. Ses yeux couleur or fondu me fixaient avec une intensité prédatrice, m'évaluant, me calculant. Même sous sa forme animale, il était impossible de se méprendre sur la puissance et l'autorité qui émanaient de lui. Le roi Alpha. Nico se releva précipitamment. Père, je vais bien. Elle m'a sauvé. La rivière m'a entraîné alors que je poursuivais un lapin, mais elle a sauté dans l'eau et m'a sorti de là. Le regard du loup ne quittait pas le mien. Même pendant que son fils parlait, je restais figé, agenouillé dans la boue, parfaitement consciente qu'un seul faux mouvement pouvait me coûter la vie. Les métamorphes protégeaient leurs petits jusqu'à l'irrationalité. Et moi, une humaine, j'avais les mains sur un petit de la famille royale. Lentement, délibérément, je baissai les yeux et inclinai la tête pour exposer mon cou. Un geste de soumission qui, d'après ce que j'avais entendu, était important pour leur espèce. « Votre Majesté », murmurai-je. Ma voix était à peine audible au-dessus du grondement de la rivière. Je ne voulais pas de mal, le prince se noyait. L'air autour de nous semblait onduler et scintiller alors que la forme du loup commençait à changer. Je détournai le regard, mais du coin de l'œil, je pouvais voir la bête se transformer, s'allonger pour prendre la forme d'un homme. Lorsque la transformation fut terminée, j'entendis des pas s'approcher. Des pieds humains à présent, mais non moins dangereux. Regarde-moi, humain. Sa voix était grave et rauque, comme s'il ne l'utilisait pas souvent. Je levai lentement les yeux tout en gardant la tête légèrement inclinée. L'homme qui se tenait devant moi était grand et puissant, avec les mêmes yeux dorés qui m'avaient évalué sous ma forme de loup. Son visage était anguleux et marqué, encadré par des cheveux sombres qui tombaient sur ses épaules. Une cicatrice irrégulière s'étendait de sa tempe à sa mâchoire, lui donnant une apparence encore plus redoutable. Il ne portait qu'un pantalon en cuir, sa large poitrine nue malgré la fraîcheur automnale. La marque royale de l'Alpha était tatouée sur son cœur. Un loup hurlant entouré de runes anciennes. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il, sans quitter mon visage des yeux. « Ara » répondis-je, en essayant de réprimer le tremblement de ma voix. « Ara Blackwood, vous vous êtes mise en danger pour sauver mon fils. » Ce n'était pas une question, mais j'acquiesçais quand même. N'importe qui aurait fait de même, votre majesté. Son rire fut bref et sec. Non, ce n'est pas vrai. La plupart des humains auraient pris leurs jambes à leur cou à la vue d'un louveteau métamorphe, sans parler de l'héritier de la Meute du Nord. Il s'approcha et je m'efforçai de ne pas reculer. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Je pensais à toutes les réponses calculées que je pouvais donner, celles qui pourraient lui plaire ou le rassurer sur mon inoffensivité.
Mais finalement, seule la vérité sortit de ma bouche. Parce que c'est un enfant et qu'il se noyait, rien d'autre n'avait d'importance. Quelque chose brilla dans ses yeux dorés. De la surprise, peut-être, ou de la curiosité. Il pencha la tête, m'étudiant comme si j'étais une énigme qu'il n'arrivait pas à résoudre. Puis il tendit la main, sa grande main saisissant mon menton avec une douceur surprenante, tournant mon visage pour l'examiner de plus près. Vous avez des yeux inhabituels, a-t-il observé, son regard transperçant le mien, comme le ciel avant un orage. Je suis resté parfaitement immobile sous son regard scrutateur, effrayé même de respirer. Sa peau était brûlante contre la mienne, comme une fièvre qui ne tombait jamais. De si près, je pouvais voir des reflets ambrés dans ses iris dorés et sentir son odeur sauvage et terreuse. Du pain et du musc et quelque chose de primitif qui faisait battre de mon cœur à toute vitesse, avec une peur instinctive. Père, Nico tira sur le bras du roi, brisant ce moment tendu. Elle a un joli collier. Le regard du roi se posa sur ma gorge, où pendait toujours le pendentif de ma mère. Quelque chose de sombre et d'indéchiffrable passa sur son visage tandis qu'il fixait l'arbre en argent. « Où l'as-tu trouvé » demanda-t-il, la voix soudainement tendue. « Il appartenait à ma mère, répondis-je, déconcerté par sa réaction. Elle me l'a donné avant de mourir. » Il relâcha brusquement mon menton et recula. Son expression se modifia à nouveau. « Cet enfant a besoin de chaleur et de vêtements secs, dit-il. Tu viendras avec nous dans les terres de la Meute. » La peur m'envahit. Les humains ne se rendaient pas sur les territoires des métamorphes, sauf s'ils étaient des serviteurs ou des compagnons, et ils revenaient rarement à Telvet. « Votre Majesté, je devrais retourner dans mon village, protestai-je faiblement. « Ma maison, était-ce une demande ou un refus ?» m'interrompit-il d'une voix dangereusement douce. Nico regarda tour à tour Nico et moi, son petit visage plissé par la confusion face à la tension. « Viens, s'il te plaît, dit-il en me prenant de la main. Je veux te montrer mes jouets, ma chambre et ma forme de chiot. Je m'améliore en métamorphose. Papa dit que je suis celui qui apprend le plus vite dans la meute. » L'expression du roi s'adoucit légèrement lorsqu'il regarda son fils. « Va te métamorphoser et cours prévenir les gardes de préparer des chambres pour notre invité, » ordonna-t-il. « Et demande à Mira de préparer un bain. » Nico me sourit. « Tu aimeras Mira. Elle fait les meilleurs gâteaux au miel. » Puis, avec une efficacité enfantine, il ôta ses vêtements mouillés, se transforma en un petit louveteau noir et s'élança dans la forêt à une vitesse surprenante. Seul avec le roi Alpha, je serrais mes bras autour de moi, soudain consciente de la façon dont ma robe mouillée épousait chaque courbe de mon corps. Son regard suivit le mouvement, s'attardant d'une manière qui fit monter la chaleur à mes joues malgré le froid. « Tu as peur, constata-t-il, sans prendre la peine de dissimuler le fait qu'il pouvait sentir ma peur. « Tu n'aurais pas peur ?» rétorquai-je avant de regretter immédiatement mon audace. Mais au lieu de se mettre en colère, un soupçon d'amusement se dessina sur ses lèvres. La plupart des humains n'oseraient pas me parler aussi directement. « Je m'excuse. »« Ne vous excusez pas. » Il m'interrompit en levant la main. « Votre honnêteté est rafraîchissante. » Il s'approcha à nouveau, et cette fois, je ne pus m'empêcher de reculer. Il le remarqua, bien sûr. « Je ne vous ferai aucun mal, Allard Blackwood. Vous avez sauvé la vie de mon fils. La meute du Nord paye ses dettes. » Avant que je puisse répondre, il retira un sac en cuir que je n'avais pas remarqué sur son dos et en sortit d'une épaisse cape en fourrure. Avec une douceur surprenante, il l'enroula autour de mes épaules, ses doigts effleurant ma clavicule lorsqu'il attacha le fermoir. « Venez, » dit-il en se retournant déjà pour me guider à travers la forêt. « La nuit approche. Et ces bois ne sont pas sûrs après la tombée de la nuit. » Après un dernier regard vers la rivière et la silhouette lointaine de mon village au-delà, je suivis le roi Alpha dans les profondeurs de la forêt. Les paroles de ma mère résonnaient dans mon esprit. « Tu trouveras ta force dans le calme. » Le pendentif semblait palpiter contre ma peau, témoin silencieux du moment où ma vie avait changé à jamais. La forêt devenait plus dense à mesure que nous nous enfoncions dans le territoire des métamorphes. Des arbres anciens s'élevaient au-dessus de nos têtes comme des gardiens silencieux. J'avais du mal à suivre le rythme des longues enjambées du roi Alpha, ma jupe mouillée étant lourde et encombrante malgré la chaleur de sa cape autour de mes épaules. La fourrure sentait son odeur, ce parfum sauvage et terreux qui me dérangeait et m'apaisait étrangement à la fois.
L'aîné de ton village, dit soudain le roi B, rompant le silence qui s'était installé entre nous. Celle aux cheveux blancs et au bâton de marche. Elle dirige toujours votre peuple. L'aîné Marine, demandai-je, surprise. Oui, en effet. Comment le savez-vous? J'en sais plus sur votre village que vous ne le pensez. Il se baissa sous une branche basse sans ralentir le pas. Nous surveillons tous ceux qui vivent près de nos frontières. Un frisson me parcourut, qui n'avait rien à voir avec mes vêtements humides. Depuis combien de temps les yeux des métamorphes nous observaient-ils, surveillant notre vie quotidienne sans que nous nous en rendions compte? Cette pensée était troublante. Et vous, continua-t-il en me regardant avec ses yeux dorés déconcertants, vous vivez seul depuis le décès de votre mère? Ce n'était pas une question. Oui, répondis-je malgré tout, un sentiment de malaise me parcourant l'échine. Comment savez-vous pour ma mère? Il ignora ma question. Pas de père, pas de frères et sœurs, pas de compagnons. Mon père est mort quand j'étais jeune. Et non, pas de frères et sœurs ni de compagnons. Ce mot me semblait étrange. Les humains se mariaient, les métamorphes s'accouplaient. La distinction semblait importante d'une certaine manière. Il émit d'un son évasif, se frayant un chemin à travers les broussailles. Je remarquai qu'il prenait soin d'écarter les branches pour me laisser passer, mais il ne me témoignait aucune autre courtoisie. Connaissiez-vous ma mère? Insistai-je, refusant de laisser tomber le sujet. Sa réaction précédente à mon pendentif suggérait qu'il la connaissait mieux que de vue. Les larges épaules du roi se raidirent de manière presque imperceptible. « Votre mère faisait parfois du commerce avec notre meute, » dit-il après une pause. « Des remèdes à base de plantes. Elle avait des connaissances qui nous étaient utiles. Avant que je puisse lui poser d'autres questions, les arbres s'écartèrent pour laisser apparaître une clairière, et je retins mon souffle devant ce qui s'offrait à nous. Des histoires sur les bastions de la Meute du Nord circulaient parmi les enfants du village, chacune plus fantastique que la précédente. La réalité était à la fois plus banale et plus impressionnante que toutes ces fables enfantines. Des murs de pierre s'élevaient du sol de la forêt, s'intégrant parfaitement au paysage naturel, comme s'ils avaient poussé de la terre elle-même. La forteresse était vaste, s'étendant parmi les arbres plutôt que de les défricher, et embrassant la forêt plutôt que de la conquérir. Des torches vacillaient le long des murs, projetant des ombres dansantes sur des sculptures complexes représentant des loups et des symboles anciens. Les gardes postés devant les énormes portes en bois se redressèrent lorsqu'ils nous aperçurent. Ou plutôt, lorsqu'ils aperçurent de leur roi, leurs regards glissèrent sur moi avec une curiosité à peine dissimulée et quelque chose d'autre. De la lassitude peut-être, ou de la méfiance. « Ouvrez les portes », ordonna le roi, sa voix portant le poids indéniable de l'autorité. Les portes massives s'ouvrirent sans un bruit, révélant une cour animée. L'activité sembla s'interrompre lorsque nous entrâmes, des dizaines de regards se tournant dans notre direction. Certains sous forme humaine, d'autres sous forme de loups, tous nous observaient avec la même curiosité intense, tandis que je passais sous l'ancienne arche avec leur alpha. Père et Lara. La voix de Nico coupa les chuchotements étouffés, et je le vis courir vers nous. À nouveau sous forme humaine et vêtu de vêtements propres, ses cheveux noirs encore humides. Il s'arrêta brusquement devant son père, puis m'enlaça avec exubérance, me faisant presque perdre l'équilibre. « J'ai raconté à tout le monde comment tu m'as sauvé, » annonça-t-il fièrement. « Mehera dit que tu es l'humaine la plus courageuse qu'elle ait jamais connue. » Une femme s'approcha derrière lui, grande et impressionnante, avec des cheveux cuivrés et des yeux ambrés qui la désignaient comme une métamorphe. « Mon roi, dit-elle en inclinant respectueusement la tête avant de se tourner vers moi, et vous devez être Lara. Je suis Mehera, la guérisseuse de la Meute. » Son sourire était chaleureux, mais son regard était inquisiteur. « Viens, mon enfant, nous allons te réchauffer et te sécher. » Le roi acquiesça. « Occupe-toi d'elle, j'ai des affaires à régler. » Ses yeux croisèrent brièvement les miens. « Nous parlerons plus tard. » Sur ces mots, il s'éloigna à grands pas. Immédiatement, entouré de ce qui semblait être des conseillers et des gardes, leur voix basse et pressante, je le regardais partir, ne sachant pas si je devais me sentir soulagé ou abandonné dans cet endroit étrange. Mehera posa doucement sa main sur mon épaule. « Par ici, dit-elle en me conduisant vers l'un des bâtiments intérieurs. » Nico n'a cessé de parler de son ange de la rivière depuis son retour. « Ange de la rivière », répétai-je en jetant un coup d'œil au garçon qui s'accrochait
Ou jour à ma main. C'est comme ça que je t'appelle, déclara-t-il avec une certitude enfantine. Parce que tu es venu de la rivière pour me sauver. Son innocente déclaration me serra le cœur. Je serrai sa petite main. Je ne suis pas un ange, juste quelqu'un qui se trouvait au bon endroit au bon moment. La déesse nous place là où nous devons être, dit Merera de manière énigmatique, en nous guidant à travers une série de couloirs creusés directement dans le flanc de la montagne. Rien n'arrive par hasard dans ces bois. Les couloirs étaient chauds et étonnamment lumineux, éclairés par d'étranges cristaux brillants sertis dans des appliques murales. Des tapisseries représentant l'histoire de la meute étaient accrochées aux murs de pierre. Des scènes vibrantes de loups courant sous la pleine lune et d'anciennes batailles menées contre des ennemis obscurs. L'air sentait la fumée de bois, le pain et quelque chose d'épicé et d'inconnu. Nous y sommes, annonça Mera en poussant une lourde porte en bois. Voici vos chambres. Je pénétrai à l'intérieur et ne pus réprimer un cri de surprise. La pièce était plus grande que toute ma maison, avec un immense lit à baldaquin dominant un mur, drapé de fourrure et de tissus d'apparence douce. Un feu crépitait dans une cheminée en pierre, projetant une lumière dorée sur le parquet ciré. Une baignoire en cuivre se trouvait devant le feu. De la vapeur s'élevait de l'eau qu'elle contenait. J'ai préparé quelques vêtements, dit Mera en désignant une robe bleue simple mais magnifique étalée sur le lit. Ils sont peut-être un peu longs, mais ils feront l'affaire jusqu'à ce que les vôtres soient secs. C'est trop, balbutiai-je, submergé par tant de luxe. Je n'en ai pas besoin. Tu as sauvé notre prince, m'interrompit gentiment Mera. La meute prend soin de ceux qui la protègent. Nico me tira par la main. Tu aimes? J'ai aidé à choisir la chambre. Elle a la meilleure vue. Il désigna une fenêtre taillée dans la pierre, d'où l'on voyait la canopée de la forêt s'étendre en contrebas. Une tapisserie de couleurs automnales dans la lumière déclinante. C'est magnifique, ai-je admis, touché par son enthousiasme. Merci, Nico. Je devrais y aller, a-t-il dit à contre-cœur. Père dit que j'ai des cours même si j'ai failli mourir aujourd'hui. Il a roulé des yeux de manière théâtrale, puis s'est éclairé. Mais je te verrai au dîner. Tu t'assiéras avec nous à la table de honneur. Avant que je puisse assimiler cette information alarmante, il s'était précipité vers la porte, me laissant seul avec Mera. La table d'honneur? Demandai-je faiblement. Les lèvres de Mera esquissèrent un sourire amusé. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas aussi formel que ça en a l'air. Elle se dirigea vers la baignoire et versa le contenu d'une petite pochette dans l'eau bouillante. Un parfum de lavande et de bois embauma l'air. Cela soulagera les courbatures causées par ton aventure dans la rivière. Prends ton temps pour te laver. Je reviendrai avant le dîner pour t'accompagner. Une fois qu'elle fut partie, je m'effondrai sur le bord du lit, les événements de la journée me rattrapant enfin. Quelques heures plus tard, je lavais des vêtements au bord de la rivière. Une journée comme les autres dans ma vie tranquille et sans histoire. À présent, j'étais assise dans une forteresse de métamorphes sur le point de dîner avec le roi Alpha de la Meute du Nord. Je touchais le pendentif de ma mère, trouvant du réconfort dans son poids familier. Que penserait-elle de tout cela? Elle ne m'avait jamais parlé de commerce avec les métamorphes, ni de connaissances qui leur seraient utiles. Que m'avait-elle caché d'autre? Le bain appelait mes muscles endoloris, et je finis par céder, retirant ma robe humide et me glissant dans l'eau parfumée. La chaleur imprégna mes os, et je fermai les yeux, laissant la tension s'évacuer. Quoi qu'il m'attendît au dîner, au moins j'y ferais face propre et réchauffée. Plus tard, vêtu de la robe bleue empruntée qui m'allait mieux que prévu, je me tenais à la fenêtre, regardant le crépuscule s'intensifier au-dessus de la forêt. Mera était revenue comme promis, apportant avec elle un peigne en argent qu'elle utilisa pour dompter mes cheveux blonds humides en une élégante torsade dans ma nuque. Le roi t'a remarqué, remarqua-t-elle avec désinvolture tout en travaillant, ses doigts agiles et doux. C'est inhabituel. Remarqué? Répétai-je, ne comprenant pas bien ce qu'elle voulait dire. Elle croisa mon regard dans le petit miroir de la coiffeuse. Il aurait pu envoyer des gardes pour vous escorter jusqu'ici. Au lieu de cela, il vous a amené lui-même. J'ai sauvé son fils, fis-je remarquer. Peut-être se sentait-il obligé. Mera sourit d'un air entendu. Notre roi ne fait rien par simple obligation. Elle fixa la dernière mèche de mes cheveux avec une petite épingle en argent. Voilà, simple mais élégant. Je me reconnaissais à peine dans le miroir. Le bleu de la robe faisait ressortir le gris bleu de mes yeux, et mon teint habituellement pâle avait pris un peu de couleur grâce à l'excitation de la journée.
J'avais l'air plus vivante que je ne l'avais été depuis la mort de ma mère. C'est l'heure, dit Mera en m'offrant un sourire rassurant. Ne t'inquiète pas, sois toi-même. Cela semble avoir bien fonctionné jusqu'à présent. La grande salle était animée et bruyante lorsque nous y sommes entrés. Des dizaines de membres de la meute étaient rassemblés autour de longues tables, mangeant, buvant et discutant avec la familiarité d'une famille. Une grande cheminée dominait l'un des murs, au-dessus duquel était accroché un énorme crâne de loup orné de symboles anciens. La table d'honneur était placée sur une estrade surélevée au fond de la salle, où le roi était déjà assis, avec Nico à ses côtés. La salle s'est tue lorsque Mira m'a conduite entre les tables, les regards curieux suivant notre progression. J'ai gardé les yeux fixés devant moi, ma main serrant le pendentif de ma mère sous le tissu de ma robe. Le poids de tant de regards prédateurs m'a donné la chair de poule. Le roi s'est levé à notre approche, ses yeux dorés brillant à la lueur du feu. Il avait revêtu une tenue officielle, une tunique bleu foncé brodée de fils d'argent qui accentuait la largeur de ses épaules, un pantalon en cuir et des bottes qui lui arrivaient aux genoux. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière, soulignant les traits forts de son visage et la cicatrice qui marquait sa tempe. « Hé, Ara !» dit-il d'une voix grave qui résonna dans la salle désormais silencieuse. « Joignez-vous à nous. » Nico me sourit, tapotant le siège vide à côté de lui. Je t'ai gardé une place. Je m'assis à la place qui m'était offerte, très consciente de la présence du roi à l'autre côté de Nico. Un serviteur apparut avec une coupe de vin rouge corsé que j'acceptais en murmurant un merci. « À notre invité, » annonça le roi en levant sa propre coupe, qui a prouvé aujourd'hui que le courage ne connaît pas d'espèce. Un murmure d'approbation parcourut la salle et la tension s'apaisa quelque peu tandis que la conversation reprenait. La nourriture commença à arriver. Des plateaux de viande rôtie, des légumes des bois, du pain croustillant et des bols de baies conservés depuis l'été. « Goûtez ça », m'a encouragé Nico en déposant une tranche de venaison dans mon assiette. C'est mon père qui l'a chassé. J'ai pris une petite bouchée et une explosion de saveur a envahi mon palais. C'est délicieux, ai-je dit sincèrement. Le roi m'observait de ses yeux dorés inquiétants. « Tu ne manges pas beaucoup, remarqua-t-il. Notre nourriture ne te plaît pas? » « Non, elle est délicieuse, l'assurai-je rapidement. Je suis juste bouleversé. Quelque chose qui ressemblait à de la compréhension passa sur son visage. Bien sûr, la journée a été mouvementée. Nico tira sur ma manche. « Raconte à papa comment tu as nagé jusqu'à moi, » exigea-t-il. Il n'était pas là pour cette partie, alors je me retrouvais à raconter le sauvetage, consciente du regard intense du roi tandis que je décrivais comment j'avais lutté contre le courant pour atteindre son fils. Lorsque je mentionnais le pendentif qui s'était réchauffé contre ma peau juste avant que j'entende les cris de Nico, le roi et Mishra, qui étaient assis en face de nous, échangèrent un rapide regard. Mère disait qu'il me guiderait, dis-je en touchant l'arbre d'argent à travers ma robe. J'ai toujours pensé qu'elle parlait au sens figuré. Mais aujourd'hui, ta mère s'est montrée sage à bien des égards, dit le roi doucement. Ambarin. Et elle ne partageait pas tout ce qu'elle savait avec le village. Je posais ma fourchette, frustré. Vous continuez à faire des allusions sans rien expliquer. Comment la connaissiez-vous? Que me cachez-vous? La salle était redevenue silencieuse, les métamorphes écoutant ouvertement notre échange. L'expression du roi se durcit, mais avant qu'il ne puisse répondre, une agitation à l'entrée attira l'attention de tous. Un métamorphe à moitié transformé, sous forme humaine, mais avec des griffes déployées et des yeux brillants d'ambre, fit irruption dans la salle. « Mon roi » allaita-t-il, « des chasseurs à la frontière sud. Ils ont blessé 2 de nos éclaireurs. » L'atmosphère détendue disparut instantanément. Le roi se leva, sa présence remplissant soudainement la pièce d'une autorité palpable. « Combien? » « Une douzaine au moins, » rapporta le messager. « Ils portent des armes en argent. » Une vague d'inquiétude parcourut la salle. Tout le monde savait que l'argent était mortel pour les métamorphes, les brûlant comme de l'acide et empêchant leur guérison rapide. « Préparez l'équipe d'intervention, » ordonna le roi. « Personne n'attaque ma meute sans conséquence. » Alors que les guerriers commençaient à se déplacer avec une certaine maladresse, Mera apparut à mes côtés. « Viens, » dit-elle doucement. « C'est une affaire de meute. » Je me levai pour la suivre, mais la voix du roi m'arrêta. « Ara reste. » Mera eut l'air surprise, mais s'inclina en signe d'acquiescement. Nico avait déjà été emmené par une femme âgée à l'air sévère,
que je supposais être sa gardienne ou sa tutrice. Lorsque la salle fut vide, à l'exception du cercle restreint du roi et de moi-même, il se tourna vers moi, l'air grave. Ces chasseurs venaient probablement de ton village. Quoi? Non. Je secouai vigoureusement la tête. Notre village a conclu un traité avec la meute du Nord. Nous ne chassons pas sur vos terres. Les traités peuvent être rompus, dit un métamorphe à l'air bourru, avec une mèche argentée dans sa barbe sombre. Les humains sont opportunistes, pas mon peuple, insistai-je, bien que le doute s'insinuât en moi. Connaissais-je vraiment bien les chasseurs de notre village? Je restais discrète, concentrée sur mon jardin d'herbes aromatiques et mon travail occasionnel de couturière. Et si des groupes de chasseurs secrets s'étaient aventurés sur le territoire des métamorphes? Nous devrions l'interroger, suggéra un autre conseiller, me regardant avec suspicion. Elle apparaît opportunément lorsque le prince est seul. Et maintenant, des chasseurs franchissent nos frontières. Le roi le fit taire d'un regard. Elle a sauvé mon fils au péril de sa vie. Elle n'est pas impliquée dans cette affaire, alors qu'elle le prouve. Le métamorphe à la barbe argentée lança un défi. Si elle connaît ces chasseurs, elle peut nous aider à résoudre cette affaire sans effusion de sang. Le regard du roi se posa sur moi, scrutateur. Accepteriez-vous de le faire? Vous rangeriez-vous à nos côtés contre les vôtres? La question resta en suspens entre nous, lourde de sous-entendus. Je pensais au village qui s'était éloigné de plus en plus depuis la mort de ma mère, aux suggestions à peine voilées de l'ancien marin qui me conseillait de me marier rapidement ou d'envisager de partir pour trouver du travail dans les grandes villes. Je pensais au sourire confiant de Nico et à la façon dont il m'avait appelé son ange de la rivière, et je pensais au pendentif de ma mère, chaud contre ma peau juste avant que j'entende les cris de Nico, comme s'il m'avait guidé vers lui depuis le début. Ils ne sont pas de mon espèce. S'ils violent les traités et font du mal à des innocents, dis-je finalement, d'une voix plus forte que je ne me sentais. Je vous aiderai, mais je ne laisserai personne mourir si cela peut être évité. Ce sont peut-être des chasseurs égarés et non malveillants. Quelque chose changea dans l'expression du roi. De l'approbation peut-être, ou du respect. Alors vous viendrez avec nous, déclara-t-il, et nous verrons quel genre de chasseurs menace mes frontières. Alors que les conseillers se dispersaient pour se préparer, le roi s'approcha, sa voix suffisamment basse pour que je sois la seule à l'entendre. Vous me surprenez, Alara Blackwood. Je me surprends de moi-même, admis-je, me demandant ce que ma mère penserait de moi maintenant. Debout dans un bastion de métamorphes, prête à affronter les chasseurs de mon propre village, sa main vint se paisser d'eau sur mon épaule, chaude et lourde. Continuez comme ça, dit-il, un soupçon de sourire effleurant ses lèvres, et nous pourrions bien nous entendre. La forêt était transformée par le clair de lune. Les formes familières devenaient étranges et éthérées dans la lueur argentée. Nous nous déplacions rapidement à travers les arbres, un petit contingent mené par le roi lui-même, 5 métamorphes sous forme humaine et moi, qui luttaient pour suivre le rythme. Le roi avait insisté pour que je porte une lourde cape doublée de fourrure contre le froid glacial, sa capuche relevée pour protéger mes cheveux pâles du clair de lune. « Reste près de moi, murmura-t-il, sa main posée sur mon coude, alors que nous franchissions une pente particulièrement dangereuse. Son contact fut bref mais rassurant, sa peau dégageant cette chaleur artificielle qui semblait caractéristique de son espèce. Le métamorphe à la barbe argentée, Ronan, comme je l'avais appris, marchait devant nous en tant qu'éclaireur, ses sens plus aiguisés que ceux des autres. Le roi m'avait expliqué que Ronan avait été le bêta de son père et qu'il était désormais son principal conseiller. Le vieux loup se méfiait clairement de moi, ses yeux suivant chacun de mes mouvements, alors que nous nous préparions à partir. « La frontière est juste derrière cette crête, dit le roi en montrant une ligne de collines se découpant dans le ciel nocturne. Nous allons nous approcher sous le vent. Si ce sont bien des chasseurs de votre village, je veux que vous leur parliez en premier. Convainquez-les de partir pacifiquement. » J'acquiesçais, la peur et la détermination se livrant bataille dans ma poitrine. Et s'ils refusent, son expression se durcit. Alors nous ferons les choses à ma façon. Nous franchîmes la crête en silence. La vallée en contrebas s'étendait comme une couverture sombre, parsemée de points lumineux. Un feu de camp, Ronan nous fit signe de nous arrêter et s'accroupit derrière un tronc d'arbre tombé. Nous nous rassemblâmes autour de lui. La chaleur du roi à mes côtés était à la fois réconfortante et distrayante. 8 hommes,
rapporta Ronin dans un grognement grave, armés d'arbalètes et de flèches à pointe d'argent. Ils ont capturé 2 de nos éclaireurs, Devon et Kira, et les ont attachés à un arbre. Les jeunes effectuaient une patrouille de routine lorsqu'ils ont été pris en embuscade. Mon cœur se serra lorsque je jetai un œil par-dessus le tronc. Même à cette distance, je reconnus plusieurs des chasseurs. Des hommes de mon village qui apportaient régulièrement du gibier au marché. Que faisaient-ils en territoire métamorphe, avec des armes en argent qui plusaient? Je les connais, murmurai-je. Le grand à la barbe rousse, c'est Garrett. Les autres font partie de son groupe de chasseurs, mais je ne comprends pas. Ils n'ont jamais montré d'hostilité envers les métamorphes auparavant. Les gens peuvent vous surprendre, dit le roi d'un ton sinistre. Pas toujours agréablement. Ronin renifla l'air, les narines dilatées. Il y a une autre odeur mélangée à la leur. Quelque chose ne va pas? Le roi inspira profondément, les yeux plissés. De la magie du sang, grogna-t-il, et ces mots me donnèrent des frissons dans le dos. Quelqu'un a utilisé de vieux sorts maléfiques. Ces hommes n'agissent peut-être pas entièrement de leur propre gré. De la magie du sang, répétai-je alarmé. De telles pratiques étaient interdites tant dans les territoires des humains que dans ceux des métamorphes. Des rituels qui déformaient les lois naturelles et contraignaient la volonté d'autrui. Qui ferait cela? Question pour plus tard. Le roi intervint. Nous avons besoin d'un plan. Ses yeux dorés se posèrent sur moi. Pouvez-vous les approcher seuls? Vous feront-ils confiance? Je déglutis péniblement. Je peux essayer. Garrett était un ami de mon père. Il m'écoutera peut-être. Le roi acquiesça d'un signe de tête. La décision est prise. Allez les voir. Nous vous observons. Au premier signe de danger, nous interviendrons. Ronin semblait prêt à protester, mais un simple regard de son alpha le fit taire. À la place, il glissa un petit poignard dans ma main. Au cas où, murmura-t-il. La main du roi se posa sur la mienne avant que je puisse répondre, ses doigts chauds contre ma peau glacée. Tu n'en auras pas besoin, dit-il en me prenant le poignard et en le rendant à Ronin avec un regard appuyé. Nous veillerons sur vous. Aucun mal ne vous sera fait. La certitude dans sa voix m'a rassuré. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai redressé les épaules et j'ai commencé à descendre la pente vers le feu de camp. Garrett, ai-je appelé lorsque j'ai été assez proche pour qu'il m'entende. C'est Lara, du village. 8 têtes se sont tournées dans ma direction, les arbalètes se levant instinctivement avant que la reconnaissance ne se fasse. Ara? Garrett s'avança, le visage familier marqué par la confusion. Au nom de la déesse, que fais-tu ici? Ces bois ne sont pas sûrs, ma fille. Je m'approchais, les mains légèrement levées pour montrer que je n'étais pas armé. Derrière Garrett, je pouvais maintenant voir les 2 jeunes métamorphes attachés à un arbre. Un garçon et une fille qui n'avaient pas plus de 16 ans, les yeux écarquillés de peur et de douleur. Le bras de la fille portait une brûlure grave, probablement causée par le contact avec Silver. Je pourrais te poser la même question, répondis-je, gardant une voix calme malgré la colère qui montait en moi à la vue des captifs. Tu es sur le territoire nord de Pack, Garrett. Tu as rompu le traité et pris des otages. Pourquoi? Les hommes échangèrent des regards inquiets. Quelque chose clochait chez eux. Leurs mouvements étaient trop raides, leurs regards légèrement vagues. Ces bêtes ont volé notre bétail, cracha l'un des plus jeunes chasseurs. 3 vaches avaient disparu en 2 semaines. La meute du Nord n'a pas besoin de voler du bétail, rétorquai-je. Elle a ses propres terrains de chasse, ses propres troupeaux. Peu importe, dit Garen, bien que son expression trahît un conflit intérieur. Les ordres sont les ordres. Nous devons nettoyer cette partie de la forêt, repousser les bêtes vers leurs montagnes. Des ordres? Je fronçai les sourcils. De qui? L'ancien marin n'aurait jamais approuvé la violation du traité. Une ombre passa sur le visage de Garrett. Une nouvelle direction, dit-il vaguement. Les choses changent dans le village, mais tu es trop absorbé par ton chagrin pour le remarquer. Une nouvelle direction. J'avais été absent des affaires du village depuis la mort de ma mère. Mais une chose aussi importante m'aurait sûrement été rapportée. Quoi qu'il se passe au village, ce n'est pas la solution, dis-je en désignant les métamorphes ligotés. Ce sont des enfants, Garrett. Regarde-les. Quelque chose vacilla dans ses yeux. Le doute, peut-être. Ou un moment de lucidité perçant l'influence qui obscurcissait son esprit. Il jeta un coup d'œil au captif et ses épaules s'affaissèrent légèrement. Ça ne devait pas aller aussi loin, admet-il. Nous devions simplement marquer notre territoire.
Mais ensuite, nous avons trouvé ces deux-là qui nous observaient. Il s'interrompit et se frotta la tempe comme s'il luttait contre un mal de tête. Laissez-les partir, suppliai-je en faisant un pas en avant. Revenez au village avec moi. Nous parlerons aux anciens de vos griefs. Nous ne pouvons pas rentrer les mains vides, l'interrompit un autre chasseur en serrant plus fort son arbalète. Vous ne comprenez pas ce qui est en jeu. Alors aide-moi à comprendre, dis-je en écartant les mains. Que s'est-il passé dans le village pour que tu te retournes contre des voisins avec lesquels nous vivons en paix depuis des générations? Garrett ouvrit la bouche pour répondre, mais une expression étrange traversa son visage. De la douleur mêlée de confusion. Sa main se posa sur sa poitrine, où je remarquai alors un petit pendentif suspendu à un cordon autour de son cou. Tous les chasseurs en portaient un identique, de petits disques d'argile gravés de symboles que je ne reconnaissais pas. Nous ne pouvons pas, la voix de Garrett semblait tendue. Le maître a dit que nous devons apporter des preuves, des peaux de métamorphes ou des captifs. Le maître, ce mot me fit frissonner. Ce n'était pas un terme que quelqu'un dans notre village aurait utilisé. Quelque chose n'allait vraiment pas ici. Garrett, dis-je prudemment, enlève l'amulette juste un instant, s'il te plaît. Il la serra dans sa main d'un geste protecteur, mais son visage trahissait son indécision. Je connaissais cet homme depuis toujours. Il m'avait appris à reconnaître les traces d'animaux quand j'étais enfant. Il avait apporté de la viande à notre cottage lorsque les temps étaient durs après la mort de mon père. Ce n'était pas lui. Le sort contraignant est dans les amulettes, dit une voix grave à côté de moi, me faisant sursauter. Le roi se tenait là, s'étant approché silencieusement pendant que j'étais concentré sur Garrett. Il avait dû se métamorphoser pour nous rejoindre sans être détecté, car il ne portait plus que le pantalon en cuir de tout à l'heure, la poitrine nue au clair de lune. Les chasseurs réagirent instantanément, pointant leurs arbalètes vers lui. Je m'interposai devant lui sans réfléchir, les mains levées. « Arrêtez! C'est le roi Alpha de la Meute du Nord. Si vous lui faites du mal, ce sera la guerre. »« Écarte-toi, Ara, ordonna Garrett, bien que sa voix tremblât. La main du roi se posa sur mon épaule, doucement mais fermement, me poussant à me placer à côté de lui plutôt que devant lui. « Je prends note de votre préoccupation, murmura-t-il, sans quitter les chasseurs des yeux. Mais elle est inutile, dit-il directement aux hommes, sa voix portant le poids indéniable d'un ordre. Qui vous a donné ces amulettes? Les chasseurs se déplacèrent avec malaise, les amulettes sur leur poitrine semblant briller faiblement dans l'obscurité. Ils ne peuvent pas te le dire, réalisai-je à voix haute. Cela fait partie du lien. Le roi acquiesça. La magie du sang fonctionne ainsi. Elle laisse des lacunes, des choses dont les liés ne peuvent parler ou contre lesquelles ils ne peuvent agir. Il observa les hommes pensivement. Mais il y a toujours des faiblesses dans ce genre de sort. On ne peut pas les forcer à se faire du mal, par exemple. Je compris. Garrett, dis-je avec insistance, les amulettes te font du mal, elles te contrôlent. Les enlever serait un acte d'autoprotection, pas de défiance. Le conflit faisait rage sur son visage. Ses doigts jouèrent avec le cordon autour de son cou, puis le lâchèrent. « Je ne peux pas, murmura-t-il. Une véritable peur se lisait désormais dans ses yeux. Nous ne pouvons pas. Avant que je puisse répondre, un mouvement éclata dans les arbres autour de nous. Le reste de notre groupe avait fait le tour, et Ronan et les autres émergèrent de l'ombre qui entourait les chasseurs. « Assez parlé !» grogna Ronin, les griffes sorties. « Ces hommes ont envahi notre territoire et blessé nos petits. Ils ont été jugés comme il se doit. Les chasseurs ont levé leurs armes, et pendant un terrible instant, j'ai cru que le sang allait couler. Puis le roi s'avança, rayonnant d'une puissance presque visible. « Baissez vos armes !» ordonna-t-il d'une voix grave, plus profonde que celle d'un humain. Maintenant. À ma grande surprise, les bras des chasseurs tremblèrent, puis s'abaissèrent lentement. L'influence alpha du roi repoussait le sort qui les liait, créant une bataille de volonté que je pouvais presque voir dans leurs expressions tendues. « Les amulettes, me dit le roi sans quitter les chasseurs des yeux. Nous devons les retirer. » J'acquiesçais et m'approchai prudemment de Garrett. « Laisse-moi t'aider, dis-je doucement. S'il te plaît, ce n'est pas toi, Garrett. Tu m'as appris quelle baie était incomestible. Tu m'as porté sur tes épaules lors de la fête des récoltes quand j'étais petite. Tu n'es pas quelqu'un qui fait du mal aux enfants, quelle que soit leur espèce. » Quelque chose dans son regard s'éclaircit légèrement. Les doigts tremblants, il tendit la main vers le cordon autour de son cou.
L'amulette sembla palpiter de colère lorsqu'il la toucha, mais d'un geste brusque, il l'arracha et la jeta par terre. Il haleta comme s'il remontait à la surface après avoir plongé en eau profonde, clignant rapidement des yeux. Alara, quoi? Où sommes-nous? Les autres chasseurs regardaient la scène avec confusion et crainte. Deux autres trouvèrent le courage d'enlever leurs amulettes, mais les autres semblaient paralysés par l'indécision. Le roi agit avec une rapidité fulgurante, arrachant les amulettes restantes du cou des chasseurs avant qu'ils n'aient le temps de réagir. À mesure que chaque disque d'argile quittait la peau de son porteur, l'expression des hommes s'éclaircissait, la confusion remplaçant la malveillance. Rodin et les autres métamorphes les dépouillèrent rapidement de leurs armes, tandis que le roi allait libérer les éclaireurs captifs. Les jeunes métamorphes s'accrochèrent à lui, leur soulagement palpable même de là où je me tenais. Quelle est la dernière chose dont tu te souviennes clairement? Demandai-je à Garrett, qui semblait de plus en plus horrifié à mesure que ses souvenirs lui revenaient. Un étranger est venu au village, dit-il lentement. Il a proposé ses services comme conseiller à l'aîné marin. Elle l'a refusé, mais il est resté quand même, gagnant des adeptes. Il nous a donné ça. Il donna un coup de botte à l'amulette abandonnée. Il disait qu'elle nous protégerait de la magie des métamorphes. Après cela, ce ne sont que des fragments, comme si je voyais à travers de l'eau trouble. Le roi nous rejoignit, après avoir renvoyé les éclaireurs blessés à la forteresse avec l'un des membres de notre groupe. Il dit à Garrett, « Décris-moi ce conseiller. Grand, mince, les cheveux noirs striés de gris, les yeux comme… » Garrett frissonna, comme s'il n'était pas naturel, parfois vert, parfois noir. Il se fait appeler Thorn. Le roi est resté immobile, ses yeux dorés brillants de reconnaissance et de ce qui aurait pu être de la haine. Thorn est mort, a-t-il dit d'un ton neutre. Je l'ai tué moi-même il y a 5 ans. Apparemment pas, a grogné Ronan. J'ai regardé entre eux, de plus en plus confus. Qui est Thorn? Le visage du roi était comme de pierre. Un mage du sang qui a autrefois servi mon père, puis a trahi la meute. Il a failli nous détruire de l'intérieur avant que je ne l'arrête. Sa main toucha inconsciemment la cicatrice qui allait de sa tempe à sa mâchoire. C'est à cause de lui que ma compagne est morte. Le silence s'abattit sur notre étrange assemblée à la révélation du roi. J'étudiais son visage au clair de lune, voyant la vieille douleur gravée dans les rides profondes autour de ses yeux. La mention de sa compagne décédée expliquait beaucoup de choses à son sujet, sa froideur, la distance qu'il maintenait avec les autres. La perte l'avait façonné tout autant qu'elle m'avait façonné. Si Thorn est de retour et utilise la magie du sang pour contrôler les villageois, dit Ronan d'un ton grave, nous sommes confrontés à une menace plus grande que nous ne le pensions. Le roi serra la mâchoire. Nous devons savoir ce qu'il prépare. Son regard doré se posa sur Garrett. Que t'a-t-il dit d'autre? Quel est son but en montant les humains contre les métamorphes après des années de paix? Garrett secoua la tête. Il était encore désorienté. Il a parlé de purification. Il a dit « La terre doit être purifiée des créatures contre nature. » Il regarda le roi d'un air désolé. « Sans vouloir vous offenser, votre majesté. » Ce sont ses mots, pas les miens. Et l'aîné marin, demandai-je. Est-elle en sécurité? Si Thorn a été rejetée, mais est restée quand même. Elle a été malade. Un autre chasseur prit la parole, alité depuis près d'1 mois maintenant. C'est à ce moment-là que Thorn a commencé à gagner en influence. Mon cœur se serra d'inquiétude. L'aîné marin avait été gentil avec moi après la mort de ma mère, m'apportant de la nourriture et s'asseyant à mes côtés pendant ces premiers jours creux de chagrin. Si elle était malade et qu'un mage de sang s'était infiltré dans le village, tous ceux que je connaissais pouvaient être en danger. Nous devons retourner au village, ai-je dit en me tournant vers le roi. Si Thorn est la menace que vous dites, mon peuple doit être averti. C'est trop dangereux, a-t-il répondu immédiatement. Si Thorn découvre que vous avez interféré avec ses marionnettes, vous serez sa première cible. Ce sont mes gens, ai-je insisté. Je ne peux pas les abandonner. Quelque chose a brillé dans ses yeux, du respect peut-être, mêlé de frustration. Votre courage est admirable, mais insensé. Thorn n'est pas un ennemi que vous pouvez affronter seul. Je ne suggère pas de l'affronter seul, mais ces hommes doivent rentrer chez eux et quelqu'un doit avertir le vieil marin. Le roi m'observa longuement, le vit, age impassible. Puis il se tourna vers Ronan. Prenez les chasseurs et 4 guerriers.
Escortez-les jusqu'à leur village, mais restez invisibles. Évaluez la situation et faites-moi rapport. N'engagez pas le combat avec Thorn s'il est là. Ronin acquiesça, bien qu'il semblait mécontent de cet ordre et de la présence de la jeune fille humaine. Ara revient avec moi à la forteresse, dit le roi d'un ton qui ne souffrait aucune discussion. Elle restera sous ma protection. J'ouvris la bouche pour protester, mais Garrett prit la parole avant moi. Il a raison, Ara. Si cette épine contrôle les gens, tu seras plus en sécurité avec les métamorphes. Il me serra brièvement la main. Nous irons voir comment va l'ancien marin et nous lui ferons passer un message d'une manière ou d'une autre. Mis en minorité et déjoué, je ne pouvais que regarder Ronin organiser les chasseurs et sélectionner les guerriers pour la mission d'escorte. Le roi gardait une distance prudente avec moi, concentré sur les instructions qu'il donnait aux membres de sa meute. La complicité facile que nous avions partagée quelques instants plus tôt avait disparu, remplacée par l'autorité formelle de l'Alpha. Lorsque les autres furent partis dans l'obscurité, le roi se tourna enfin vers moi. Nous devrions rentrer. Il n'est pas prudent de rester ici. Vous ne m'avez pas tout dit à propos de Thorn, et je dis sans bouger. Ni à propos de votre relation avec ma mère, a-t-il répondu, le visage tendu. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour discuter de cela. Vous m'avez amené sur votre territoire. Vous m'avez impliqué dans des affaires de la meute, mais vous me cachez des informations qui me concernent clairement. J'ai fait un pas vers lui, ma frustration prenant le dessus sur ma prudence habituelle. Le pendentif de ma mère que tu as reconnu. Thorn, que tu croyais mort, mais qui se trouve maintenant dans mon village. Que me caches-tu? Les yeux du roi brillèrent de colère. Puis quelque chose qui ressemblait à de la résignation. Ta mère n'était pas seulement une herboriste qui faisait parfois du commerce avec nous, finit-il par dire. Elle a été la guérisseuse de notre meute pendant 7 ans avant de partir pour épouser ton père. Le sol sembla se dérober sous mes pieds. Quoi? C'est impossible. Ma mère était humaine. Oui, l'une des rares humaines à avoir été acceptée dans une meute de métamorphes. Son expression s'adoucit légèrement devant mon choc. Elle a sauvé la vie de mon père lorsqu'il a été blessé par une meute rivale. En échange, il lui a offert une place parmi nous. Elle a servi fidèlement la meute du Nord jusqu'à ce qu'elle rencontre ton père et choisisse de partir. Mon esprit était en ébullition. Maman n'avait jamais mentionné aucun lien avec les métamorphes, à part des échanges occasionnels. Pourquoi m'aurait-elle caché une partie aussi importante de sa vie? Le pendentif, dis-je en le touchant à travers ma robe. C'est un symbole de la meute, n'est-ce pas? Il acquiesça. L'arbre argenté marque ceux qui sont sous la protection directe de l'Alpha. Mon père le lui a donné lorsqu'elle est partie pour s'assurer qu'elle aurait toujours notre soutien en cas de besoin. Et Thorn le connaissait-elle aussi? Une ombre passa sur le visage du roi. Tout le monde dans la meute connaissait Thorn. Il était le conseiller de mon père avant de révéler sa véritable nature. Il marqua une pause, semblant réfléchir à ce qu'il pouvait me dire. Ta mère était particulièrement douée pour résister à ses manipulations. Elle a reconnu la noirceur en lui avant tout le monde. Les pièces commençaient à s'assembler, formant une image que je n'étais pas sûr d'être prête à voir. C'est pour ça qu'il est dans mon village maintenant, à cause d'un lien avec ma mère. C'est possible, admit le roi. Thorn garde rancune toute sa vie. S'il a appris sa mort, il pourrait y voir une occasion de frapper à la fois ton village et ma meute. Un frisson me parcourut, qui n'avait rien à voir avec l'air nocturne. Alors les secrets de ma mère ont mis tout le monde en danger. Non, dit le roi d'un ton sec. Thorn est le danger. Votre mère a protégé beaucoup de gens par son silence. Je croisai les bras, me sentant soudain très petite face à l'immensité de cette révélation. Toute ma vie, j'avais connu ma mère comme une guérisseuse douce, une femme tranquille qui restait discrète et m'avait appris à faire de même. L'idée qu'elle avait autrefois vécu parmi les métamorphes, qu'elle avait reconnu et combattu un puissant mage de sang, transformait tout ce que je pensais savoir d'elle. Le roi s'approcha, sa chaleur dissipant le froid qui s'était installé dans mes os. « Nous devrions retourner à la forteresse, » dit-il d'une voix plus douce. « Il y a des choses que tu dois savoir, des choses qui ne peuvent être expliquées rapidement ou au grand jour. » Cette fois, j'acquiesçai et le suivis. Lorsqu'il se retourna pour nous ramener à travers la forêt, nous marchâmes en silence, mon esprit trop rempli de questions pour former des pensées cohérentes. Le roi maintenait un rythme régulier, mais jetait parfois un coup d'œil en arrière pour s'assurer que je le suivais,
ses yeux dorés reflétant le clair de lune comme ceux d'un vrai loup. Pourquoi ne m'en a-t-elle jamais parlé? Demandai-je finalement, alors que les murs de la forteresse apparaissaient, éclairés par la lumière des torches dans le ciel nocturne. À propos de sa vie avec ta meute, à propos du pendentif, à propos de tout ça, le roi ralentit pour me permettre de marcher à ses côtés. Elle te protégeait, dit-il après un moment. Connaître les coutumes des métamorphes peut être dangereux pour les humains. Plus tu en sais, plus tu risques d'être impliqué dans nos conflits. Comme je le suis maintenant, je ne pus empêcher l'amertume de transparaître dans ma voix. Ses lèvres esquissèrent un léger sourire. Exactement. Il me jeta un regard, son expression s'adoucissant. Mais je pense que ta mère aurait dit que tu étais destiné à nous trouver d'une manière ou d'une autre. Que veux-tu dire? Il ne répondit pas immédiatement, son attention attirée par les gardes à la porte qui se redressèrent à notre approche. Ce n'est qu'une fois à l'intérieur des murs, à l'abri des oreilles indiscrètes, qu'il reprit la parole. Ta mère croyait aux anciennes traditions, au destin et au dessein de la déesse. Elle disait que certaines âmes sont liées les unes aux autres à travers les vies. Quelque chose dans son ton m'incita à le regarder de plus près. Et toi, tu y crois? Ses yeux rencontrèrent les miens, dorés et insondables. Je crois qu'il existe des liens qui ne peuvent s'expliquer par la seule raison. Il détourna le regard. Mais je crois aussi que nous faisons nos propres choix dans cette vie, indépendamment de ce qui s'est passé auparavant. Nous entrâmes dans le hall principal, désormais vide, à l'exception de quelques serviteurs qui débarrassaient les restes du repas du soir. Le roi me conduisit vers un escalier étroit que je n'avais pas remarqué auparavant. « Où allons-nous? » demandai-je en le suivant dans les marches sinueuses. « Mon bureau privé. Les documents que vous devez voir s'y trouvent. » Le bureau était un espace étonnamment chaleureux et intime. Des étagères remplies de livres reliés en cuir tapissaient les murs, un grand bureau était recouvert de cartes et de parchemins, et des fauteuils confortables étaient disposés devant une petite cheminée où un feu couvait encore. Le roi ajouta une bûche, attisant les flammes jusqu'à ce qu'elles diffusent une lueur dorée dans toute la pièce. « Asseyez-vous, dit-il en me désignant l'un des fauteuils, tandis qu'il se dirigeait vers un meuble incrusté d'argent. Il en retira une boîte en bois sculptée du même symbole d'arbre que mon pendentif et la posa sur une petite table entre les fauteuils. Je m'assis et le regardai s'asseoir dans le fauteuil en face du mien, à la lueur du feu, baissant momentanément sa garde. Il semblait plus jeune, toujours imposant mais moins distant. « Avant de vous montrer ce qu'il y a dans cette boîte, dit-il, la main posée sur le couvercle sculpté, je veux que tu comprennes que la connaissance implique des responsabilités. Une fois que tu connais certaines vérités, tu ne peux plus les ignorer. Ta vie changera. » « Ma vie a déjà changé, fis-je remarquer. Au moment où je sortis Nico de la rivière, il inclina légèrement la tête, reconnaissant la véracité de mes paroles. C'est peut-être vrai. Néanmoins, je voudrais avoir ton consentement avant de continuer. J'appréciais sa prudence, même s'il me fit un signe impatient de la tête. Je veux connaître la vérité, dis-je fermement. À propos de ma mère, à propos de Thorn, à propos de la raison pour laquelle je suis vraiment ici. Le roi a soutenu mon regard pendant un long moment, comme s'il cherchait quelque chose dans mes yeux. Quoi qu'il ait cherché, il semblait satisfait. Il a ouvert la boîte et en a retiré un journal relié en cuir, dont les pages étaient jaunies par le temps. « Les notes de ta mère », a-t-il dit en manipulant le livre avec une douceur surprenante. Elle a laissé cela derrière elle lorsqu'elle a quitté la meute. Je pense qu'elle voulait qu'il reste ici, peut-être comme preuve ou comme garantie. Je retins mon souffle lorsqu'il le plaça entre mes mains. L'écriture de ma mère remplissait les pages. La même écriture fluide qui avait étiqueté les pots d'herbe et noté les recettes tout au long de mon enfance, mais le contenu n'avait rien à voir avec les registres domestiques ou les notes de guérison que je connaissais bien. La magie du sang et ses contre-mesures. Je lus la première page, un frisson me parcourant le corps. Je levai les yeux vers le roi. Elle étudiait comment la combattre. Il acquiesça. Ta mère était particulièrement résistante à l'influence de Thorn. Elle a documenté ses techniques, ses faiblesses. Ce journal contient l'étude la plus complète jamais compilée sur la magie du sang et les méthodes pour la combattre. Je tourna lentement les pages, observant les schémas d'amulettes similaires à celles que portaient des chasseurs. Des listes d'herbes et de minéraux pouvant renforcer ou affaiblir l'influence magique, des incantations écrites dans une écriture ancienne que je ne pouvais déchiffrer. C'est pour cela qu'il a peut-être pris mon village pour cible,
dis-je, comprenant enfin. Il savait qu'elle détenait ce savoir et qu'elle aurait pu le transmettre. Oui, acquiesça le roi. Et c'est pourquoi je pensais que sa mort n'était peut-être pas naturelle. Je relevai brusquement la tête. Quoi? Mère est morte d'une maladie débilitante. Je l'ai soignée moi-même pendant des mois. Son expression était grave. Vraiment? Où était ce que tu devais croire? La magie du sang peut imiter la maladie, Ara. Elle consume lentement la victime de l'intérieur, ne laissant aucune trace pour ceux qui ne savent pas quoi chercher. La pièce semblait tourner autour de moi. Le long et douloureux déclin de ma mère aurait-il pu être l'œuvre de cet homme, Thorne? Avais-je assisté à son meurtre sans m'en rendre compte? Pourquoi? Murmurai-je, les mains crispées sur le journal. Pourquoi aurait-il attendu si longtemps pour s'en prendre à elle? Parce qu'il se remettait de sa propre mort imminente, répondit le roi, la main touchant inconsciemment la cicatrice sur son visage. Il rassemblait ses forces, attendait le bon moment. Et maintenant, il utilise mon village comme une arme contre ta meute. Je refermai le journal, envahi par une froide lucidité. Nous devons l'arrêter. Le roi m'étudia. De la surprise et quelque chose qui ressemblait à de l'admiration dans ses yeux dorés. Vous avez subi un choc considérable. La plupart des gens seraient bouleversés. Je suis bouleversé, admis-je, mais cela ne change rien à ce qui doit être fait. Un coup à la porte nous interrompit. Le roi invita le visiteur à entrer, et Mera apparut, ses cheveux cuivrés détachés et l'air troublé. Mon roi, dit-elle en s'inclinant rapidement, les yeux rivés sur moi. Ronnie est de retour, il y a des nouvelles du village. Le roi se leva immédiatement. Qu'y a-t-il? Le visage de Mera était grave. Le vieil marin est mort et Thorne s'est proclamé nouveau chef du village. La nouvelle de la mort du vieil marin me frappa comme un coup physique. Je m'enfonçai davantage dans mon fauteuil. Je serrai le journal de ma mère contre ma poitrine, comme s'il pouvait me protéger de cette nouvelle perte. La gentille vieille femme qui m'avait apporté de la soupe et s'était assise à mes côtés pendant les jours les plus sombres qui avaient suivi le décès de ma mère avait disparu. À sa place se trouvait désormais un monstre qui avait peut-être tué ma mère et qui contrôlait désormais mon village. Comment? Parvins-je à demander d'une voix à peine audible. Mera me regarda avec compassion. Du poison, selon Garrett. Il a été conçu pour donner l'impression que sa maladie s'était simplement aggravée, mais il soupçonne autre chose maintenant que son esprit est clair. Le roi faisait les 100 pas dans son bureau, dégageant une énergie presque palpable. Qu'est-ce que Ronan a appris d'autre? Thorne a obligé la moitié du village à porter ses amulettes. Mera a rapporté que l'autre moitié était soit sous bonne garde, soit avait fui dans la campagne environnante. Il a déclaré que la meute du Nord avait rompu le traité en capturant des humains, c'est-à-dire Allah, et il utilise cela comme justification pour préparer une attaque contre le territoire des métamorphes. Il déforme tout, ai-je dit, la colère commençant à brûler à travers mon choc, utilisant mon sauvetage de Nico pour justifier la violence. Le roi avait l'air sombre. C'est ce qu'il fait. Il prend la vérité et la déforme pour servir ses intérêts. J'ai rouvert le journal de ma mère, parcourant les pages avec une nouvelle urgence. Il doit y avoir quelque chose ici, un moyen de contrer son emprise sur les villageois. Il y en a un, a dit le roi en s'approchant de moi, mais cela nécessite quelqu'un qui possède la résistance de ta mère à la magie du sang. Quelqu'un qui a son sang. Je compris soudain. Moi, tu penses que j'ai hérité de sa résistance? Le pendentif t'a reconnu, dit Mera doucement. Il ne t'aurait pas répondu, ne t'aurait pas averti au sujet de Nico si tu n'avais pas hérité de ses dons. Je touchais l'arbre d'argent à ma gorge, me souvenant de sa chaleur inexplicable juste avant d'entendre les cris de Nico. Mais je ne sais rien de la magie ni de la façon d'utiliser de tels pouvoirs. Le savoir est ici, dit le roi en tapotant le journal que je tenais entre mes mains. Et nous avons peu de temps pour l'étudier. Thorne va agir rapidement maintenant qu'il a consolidé son pouvoir. Mon esprit s'emballa, feuilletant le journal jusqu'à ce que je trouve une section intitulée « Briser les liens du sang ». La page détaillait un rituel impliquant de la cendre d'argent et le sang d'une personne résistante à la magie, mélangé à de l'eau provenant d'une source naturelle et utilisée pour purifier les objets liés. Je pourrais créer un antidote aux amulettes, dis-je lentement. Quelque chose qui briserait l'emprise de Thorne sur les villageois. Le roi acquiesça. Il faudrait le distribuer largement et rapidement.
le puits du village. Je suggérais que si nous pouvions ajouter le mélange à la source d'eau, toute personne qui en boirait serait partiellement protégée et toute amulette lavée avec cette eau perdrait son pouvoir. Astucieux, dit le roi, sa voix réchauffée par son approbation. Mais il ne sera pas facile d'accéder au puits. Thorn aura posté des gardes dans tout le village, en particulier autour des ressources essentielles. Je peux y aller, dis-je fermement. Ils me connaissent. Même avec l'influence de Thorn, ils ne me considéreront peut-être pas immédiatement comme une menace. Absolument pas, grogna le roi. Je ne t'ai pas pris sous ma protection pour t'envoyer directement au danger. Avec tout le respect que je vous dois, Votre Majesté, dis-je en soutenant fermement son regard doré, vous ne m'avez amené nulle part. Je suis venu de mon plein gré pour aider Nico. Et j'irai au village de mon plein gré pour aider mon peuple. Mera émit un petit son qui aurait pu être un rire étouffé. Le roi lui lança un regard sombre avant de reporter son attention sur moi. Tu es soit très courageuse, soit très imprudente, dit-il, bien qu'il y eût une pointe d'admiration réticente dans sa voix. Probablement les deux, admis-je. Mais j'ai aussi raison. Je suis la mieux placée pour m'approcher du puits sans déclencher l'alarme. Il m'étudia longuement, le conflit se lisant clairement sur son visage. Finalement, il acquiesça d'un signe de tête sec. Nous allons élaborer un plan, mais vous n'irez pas seul. Je vous accompagnerai. Le roi Alpha ne peut pas prendre de risques. Mera commença à protester. Le roi Alpha prend ses propres décisions. Il la coupa d'une voix qui ne souffrait aucune discussion. Thorn est sous ma responsabilité. On lui a déjà laissé la vie sauve une fois, et cette erreur a mis nos deux peuples en danger. Je ne déléguerai pas sa mort une seconde fois. L'intensité de son regard me fit frissonner. Pas uniquement de peur. Il y avait quelque chose de fascinant dans sa détermination, dans sa volonté de se mettre en danger plutôt que d'ordonner à d'autres d'y aller à sa place. Préparez ce dont vous avez besoin pour le rituel, me dit-il, d'un ton légèrement plus doux. Mera vous aidera à rassembler les ingrédients. Nous partons à l'aube. Alors que Mera me conduisait dans les appartements du guérisseur pour rassembler les éléments nécessaires, mon esprit tourbillonnait de tout ce que j'avais appris. Le passé secret de ma mère, mon héritage apparent de sa résistance à la magie du sang, l'histoire personnelle du roi avec Thorn. C'était presque trop à assimiler. Il n'est jamais comme ça, commenta Mera, alors que nous ramassions des cendres de sourbier et des copeaux d'argent. Comme quoi? Demandai-je en mesurant les ingrédients selon les instructions de ma mère. Personnellement impliqué, précisa-t-elle. Depuis la mort de sa compagne, il dirige par des ordres et des délégations. Il ne s'impose pas, sauf en cas d'absolue nécessité. Et il n'accompagne certainement pas les humains dans des missions dangereuses. Je m'interrompis dans mon travail. Est-ce à cause de Nico? Parce que j'ai sauvé son fils. Mera me lança un regard entendu. C'est en partie pour cela. Une dette de vie est sacrée pour notre espèce. Mais il y a plus. Elle hésita, puis ajouta. Il voit quelque chose en toi, Ara. Quelque chose qui lui rappelle qui il était avant que le chagrin ne le durcisse. Je ne savais pas comment répondre à cela. Je me suis donc concentré à nouveau sur les préparatifs du rituel. Lorsque tout fut prêt, le mélange d'argent et de sorbier était prêt à être combiné avec mon sang et l'eau de la rivière. Au moment crucial, l'aube approchait. J'ai enfilé des vêtements plus adaptés à notre mission, des jambières robustes, une tunique simple et des bottes en cuir souple qui me permettraient de me déplacer sans bruit. Mera a tressé mes cheveux pâles contre mon cuir chevelu pour les rendre moins visibles, même si rien ne pouvait être fait pour leur couleur distinctive. Le roi attendait dans la cour avec Ronan et un petit groupe de guerriers. Lui aussi s'était changé, portant des vêtements sombres qui se fondaient dans les ombres de la forêt, une épée accrochée à la hanche, dont la poignée était enveloppée de fils d'argent, mortelle pour les métamorphes, mais apparemment nécessaire contre un mage de sang. « Es-tu prête? » demanda-t-il alors que je m'approchais, ses yeux embrassant rapidement mon apparence modifiée d'un regard évaluateur. J'acquiesçai, essayant de projeter plus de confiance que je n'en ressentais. Aussi confiant que possible, il se tourna vers les guerriers rassemblés. « Notre mission est claire. Neutraliser Thorn et libérer les villageois de son emprise. On y mènera la diversion à la frontière Est. Pendant que les forces de Thorn seront occupées là-bas, Ara et moi approcherons par la rivière et atteindrons le puits. Une fois le contre-rituel accompli,
Les villageois devraient commencer à se libérer de son contrôle. Et s'ils ne le font pas? Demanda un guerrier. L'expression du roi se durcit. Alors nous nous replierons vers la forteresse et nous nous préparerons au siège. Mais cela ne sera pas nécessaire, dit-il en croisant mon regard. La mère d'Ara savait ce qu'elle faisait lorsqu'elle a consigné ses contre-mesures. Nous réussirons. Sa confiance m'a rassuré alors que nous partions, traversant rapidement la forêt tandis que le ciel passait du noir au violet foncé. Nous avons suivi le cours de la rivière, utilisant son bruit pour masquer nos mouvements. Alors que nous nous approchions du village, le roi ralentit le pas pour marcher à mes côtés. « Reste près de moi quand nous atteindrons la périphérie, » dit-il doucement. « Si nous sommes séparés, dirige-toi vers le puits quoi qu'il arrive. Le rituel est la priorité. » « Et toi? » demandai-je, inquiète, la poitrine serrée. Ses lèvres esquissèrent un léger sourire. « Tu t'inquiètes pour un prédateur? Un petit humain? Même les prédateurs peuvent être blessés, rétorquai-je, surtout par l'argent et la magie du sang. » Le sourire s'estompa, remplacé par quelque chose de plus sérieux. « Je te retrouverai, promit-il, quoi qu'il arrive. » Nous nous accroupîmes au bord de la rivière, là où elle contournait les limites du village. De notre position, je pouvais voir le puits sur la place centrale, actuellement sans surveillance. Un coup de chance. Le village lui-même semblait anormalement calme, avec peu de gens qui se déplaçaient malgré l'heure matinale où la plupart commençaient généralement leurs tâches quotidiennes. « Quelque chose ne va pas, » murmurai-je. « C'est trop calme. » Le roi acquiesça, l'air sombre. Ils sont rassemblés quelque part, probablement en train d'écouter les paroles venimeuses de Thorn. Une agitation lointaine éclata à l'est du village. La diversion de Ronin commençait comme prévu. Des cris et le cliquetis des armes nous parvinrent dans l'air matinal. « Maintenant, » dit le roi en me saisissant brièvement le bras avant que nous ne sortions de notre cachette. Nous nous déplaçâmes rapidement à travers les jardins et les espaces étroits entre les cottages, évitant les quelques villageois qui se précipitaient vers l'agitation. Le puits était sans surveillance sur la place, comme je l'avais espéré. Je sortis la pochette contenant le mélange de sorbier et d'argent, ainsi qu'un petit couteau pour le composant sanguin. Le roi montait la garde, scrutant constamment les environs tandis que je m'agenouillais près du puits. « Dépêche-toi, » murmura-t-il. Mes mains tremblaient légèrement tandis que je mélangeais les ingrédients, ajoutant quelques gouttes de mon sang comme l'indiquait le journal. Le mélange grésilla et passa du gris à l'argent, brillant faiblement dans la lumière du petit matin. Je murmurais l'incantation que ma mère avait notée, ces mots inconnus me semblant étrangement familiers, alors que je m'apprêtais à verser le mélange dans le puits. De lents applaudissements rompirent le silence. « Comme c'est émouvant, » dit une voix douce et cultivée, la fille du traître, suivant ses traces. Je me suis retourné et j'ai vu un homme grand et mince, aux cheveux noirs striés de gris, debout au bord de la place. Ses yeux passaient de manière inquiétante du vert au noir, exactement comme Garrett l'avait décrit. Thorn, le roi, s'est placé entre nous, dans une posture protectrice. « C'est avec moi que tu as un différend, Thorn. La jeune fille est innocente. » « Innocente? » Thorn a ri, d'un rire qui ressemblait au bruit du verre brisé. Avec tout ce sang dans ses veines, je ne pense pas. Son regard fixé sur moi, il m'inspira une terreur glaciale qui me pénétra jusqu'aux os. « Ta mère m'a contrarié pendant des années, jeune fille. Elle a retourné le vieux chef contre moi, a découvert mes méthodes et a mis au point des contre-mesures. Même dans la mort, ses lèvres se courbèrent en un rictus. Elle continue d'être une épine dans mon pied à travers toi. » Les villageois commencèrent à sortir des cottages environnants, leurs mouvements raides et leurs yeux vides. Tous portaient les amulettes d'argile. « Je ne te laisserai pas les utiliser, » dis-je en me levant, le mélange serré dans mes mains. « Ce sont de bonnes personnes. Ce sont des outils, » corrigea froidement Thorn, « comme tous les humains devraient l'être. Ta mère n'a jamais compris cela. Sa compagne non plus. » Il fit un signe du menton vers le roi. Le grognement du roi était grave et dangereux. « Tu mourras pour ce que tu lui as fait. Cette fois, je m'en assurerai. » Thorn sourit, dévoilant des dents limées en pointe. « Tu peux toujours essayer, mais d'abord, je crois que mes marionnettes aimeraient saluer nos visiteurs. » D'un seul mouvement, les villageois s'avancèrent, des armes rudimentaires à la main. Je reconnus des visages que je connaissais depuis toujours. Le boulanger qui m'avait glissé du pain supplémentaire quand ma mère était malade. Le charpentier qui avait réparé notre toit sans nous faire payer.
les enfants avec lesquels je jouais quand j'étais petite. Tous étaient désormais des coquilles vides, soumis à la volonté de Thorn. Le puits, murmura le roi avec insistance. Achève le rituel, je les retiendrai. Ils sont trop nombreux, protestai-je. Fais-moi confiance, dit-il, ses yeux dorés rencontrant les miens avec une intensité féroce. Je peux m'occuper d'eux sans leur causer de dommages permanents. J'acquiesçais et me retournai vers le puits, conscient des bruits de lutte qui éclataient derrière moi. Le roi se déplaçait avec une vitesse incroyable, désarmant les villageois et les repoussant sans utiliser toute sa force contre eux, mais ils étaient des dizaines et il était seul. Je versai le mélange dans le puits, le regardant tourbillonner dans l'obscurité. Les derniers mots de l'incantation sortirent de ma bouche, et pendant un instant, rien ne se passa. Puis l'eau se mit à briller de la même lumière argentée que le mélange, illuminant le puits de l'intérieur. Non. Le cri outragé de Thorn couvrit les bruits du combat. Il repoussa ses boucliers humains, les mains levées, tandis qu'une énergie sombre s'accumulait au bout de ses doigts. Petite fouineuse. Le roi l'intercepta avant qu'il ne puisse m'atteindre. Les deux hommes entrèrent en collision avec une telle force que le sol sembla trembler. La magie de Thorn frappa le roi à la poitrine, lui arrachant un grognement de douleur alors qu'elle brûlait sa tunique. « Allez chercher de l'eau au puits » criai-je aux villageois les plus proches, espérant qu'une partie d'entre eux puisse m'entendre malgré le contrôle de Thorn. « Buvez-la, lavez vos amulettes avec. » À ma grande surprise, plusieurs hésitèrent, la contrainte d'attaquer entrant en conflit avec mes paroles. Une jeune femme que je reconnus comme étant la fille du forgeron fut la première à se détacher du groupe. Se déplaçant par à-coups vers le puits comme si elle luttait contre son propre corps, Thorn vit ce qui se passait et hurla de rage, redoublant d'efforts pour attaquer le roi, la magie noire crépitant autour d'eux tandis qu'ils se battaient. Le roi, avec ses crocs et ses griffes, se transformait partiellement, tandis que Thorn, doté d'une énergie surnaturelle, brûlait le sol où il frappait. Je me précipitais pour aider la fille du forgeron, puisant de l'eau dans le puits et l'aidant à boire. L'effet fut immédiat. Ses yeux s'éclaircirent et elle arracha l'amulette de son cou avec un cri de dégoût. Ensemble, nous avons commencé à aider les autres, aspergeant leurs visages et leurs amulettes d'eau enchantée, brisant l'emprise de Thorn une personne à la fois. « Arrêtez-les » hurla Thorn, perdant son sang-froid alors que son contrôle s'effritait. Il frappa le roi d'un coup particulièrement violent qui l'envoya s'écraser contre le mur d'une chaumière. En voyant le roi tomber, quelque chose s'est enflammé en moi. La rage et la détermination se sont fusionnées en une froide lucidité. J'ai attrapé un seau, je l'ai rempli d'eau brillante du puits et je me suis dirigé directement vers Thorn. « Ta mère est morte en hurlant » cracha-t-il en me voyant approcher. « Tout comme toi. » Sa magie m'atteignit comme des tentacules sombres, mais à ma grande surprise, elle semblait glisser autour de moi plutôt que de me toucher directement. La résistance de ma mère renforcée par le rituel que je venais d'accomplir. Ma mère est morte avec dignité et amour, dis-je en continuant d'avancer. Malgré la peur qui battait dans mes veines, tu mourras sans ni l'un ni l'autre. Avant qu'il n'ait pu répondre, je lui jetai le contenu du seau directement au visage. L'eau enchantée le frappa avec la force d'un coup physique, le faisant titube. Là où l'eau touchait sa peau, elle fumait et grésillait, révélant des aperçus de quelque chose d'inhumain sous son déguisement humain. Le roi nain était de nouveau debout, ensanglanté, mais toujours debout. Il saisit le moment de faiblesse de Thorn et se lança en avant avec une vitesse inhumaine. Sa main partiellement transformée, plus proche d'une griffe que d'un doigt humain, plongea dans la poitrine de Thorn. « Pour ma compagne, grogna-t-il, pour la meute, pour tous ceux que tu as corrompus. » Les yeux de Thorn s'écarquillèrent de surprise. Leurs couleurs changeantes se figèrent dans un brun terne et boueux. « Comment » haleta-t-il, le sang bouillonnant sur ses lèvres. « La fille de sa mère, » dit le roi en me désignant d'un signe de tête. « Et sa mère a toujours vu clair en toi. » D'un dernier mouvement, il retira sa main. Quelque chose de sombre et de palpitant était serré dans son poing. Ce n'était pas un cœur, mais quelque chose de similaire dans sa fonction, bien que d'apparence totalement étrangère. Le corps de Thorn s'effondra, se dissolve, en une cendre avant même de toucher le sol. Le roi écrasa l'organe palpitant dans son poing, grimaçant lorsqu'il éclata en une fumée nauséabonde. Puis il se tourna vers moi, ses yeux dorés brillants de triomphe et d'une émotion plus chaleureuse.
Autour de nous, les villageois reprenaient leurs esprits, des amulettes abandonnées jonchant le sol. Certains pleuraient, désorientés, d'autres embrassaient leurs proches en réalisant ce qui venait de se passer. Le cauchemar était terminé. Tu as réussi, dit le roi en s'approchant lentement de moi, comme s'il craignait que je le redoute après avoir été témoin de sa capacité meurtrière. Nous avons réussi, le corrigeai-je, me surprenant à m'avancer vers lui sans hésitation. Tes talents de combattant, les connaissances de ma mère. Il tendit la main, désormais redevenue humaine, et écarta doucement une mèche de cheveux clairs de mon visage. Ton courage, ajouta-t-il doucement, ta compassion pour ton peuple et le mien. L'intensité de son regard fit battre mon cœur à toute vitesse, mais cela n'avait rien à voir avec la peur. Que va-t-il se passer maintenant? Demandai-je. Pour le village? Pour la meute? Allons-nous reconstruire? Dit-il, sa main restant près de ma joue. Ensemble. Les frontières entre nos peuples ont été trop rigides pendant trop longtemps. Ta mère le savait. Il est peut-être temps d'honorer sa sagesse. Ensemble, répétai-je. Ce mot me semblait juste. Le pendentif de ma mère se réchauffa contre ma peau, non pas en signe d'avertissement cette fois, mais d'affirmation. Dans la lumière grandissante de l'aube, alors que les villageois et les métamorphes se rassemblaient sur la place, le roi Alpha de la Meute du Nord prit ma main dans la sienne. Et pour la première fois depuis la mort de ma mère, je me sentis non seulement vivante, mais aussi chez moi.